Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur, comme dans les royaumes mortels, c'est bien connu, il n'y a que la guerre, mais il y a aussi des hobbyistes, des hommes et des femmes qui font vivre notre passion à leur manière. Depuis quelque temps déjà, nous les rencontrons dans ce format intitulé Raconte-moi Warhammer, qui aujourd'hui troque la ville pour la campagne et le marteau pour la baguette, car j'ai l'honneur de recevoir Brother Maxou. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode au format interview. Je suis très content pour celle-ci d'interroger mon premier collègue podcasteur, Brother Maxou, qui a lancé son émission superbement intitulée Rural Hammer il y a quelques mois de cela et enchaîne depuis un rythme effréné, toujours dans cette ambiance un peu hobby à la cool, hobby du dimanche, hobby passionné, bref, le hobby qu'on aime. Bienvenue à toi, mon cher Maxou, comment vas-tu ? Eh bien, salut Thibaut et merci beaucoup pour ton invitation. Je t'avoue que tu me présentes mieux que je ne l'aurais fait moi-même en vérité. Ah, ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est l'expérience qui parle. C'est mes cheveux grisonnants qui s'agitent pour te présenter au mieux. Et justement, je vais quand même te demander de rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails pour décrire un petit peu ta découverte du hobby dans un premier temps. Mais même avant cela, j'ai envie de te demander si tu peux te présenter aux gens pour qu'ils situent un peu plus, peut-être le personnage. Eh bien, Brother Maxou, ou tout simplement Maxime, j'ai 40 balais. Je suis ingénieur du son, acousticien, maraîcher bio aussi. Pas mal de casquettes. De casquettes. Ouais, c'est ça, pas mal de casquettes, pas mal de casques différents de chapitre Space Marine. Mais voilà, pour les présentations globales, c'est ça. Je suis, comme bon nombre d'entre nous dans la communauté, un hobbyiste, non pas sur le tard, mais un hobbyiste qui a repris les choses en main suite à une longue période d'inactivité. Ok, tu vas nous décrire tout ça, mais avant ça, comment tu as découvert le hobby du coup? C'est quoi ton premier contact avec Warhammer? Eh bien, c'était les inénarrables White Dwarf dans la cour de récré du collège. Nice. Donc, de mémoire, c'était 1996. Donc, je devais être en sixième. Je devais être en sixième pour ce premier contact qui, visuellement, à l'époque, a été une claque intégrale. Ça a été, disons, le coup de cœur instantané. Et les choses sérieuses ont commencé plutôt en cinquième, du coup, où, dans la foulée, tu commences à t'entourer de gens qui pratiquent, naturellement. Mais donc, le tout premier contact, ça a été les White Dwarf, les photos, les petits textes de lore qui étaient vraiment fabuleux. Et suite à ça, plutôt le développement un peu de l'aspect copain, communautaire, les premières visites en magasin. Je t'avoue que cette époque-là, j'y repense toujours un peu de manière émue. C'était vraiment une espèce d'âge d'or pour moi, en fait. Ouais, je comprends et je partage d'ailleurs la classe dans laquelle nous avons découvert Warhammer 40 000, c'est-à-dire entre la 6e et la 5e. Donc tu vois, finalement, il y a certaines choses qui ne changent pas. Ouais, c'est tout, c'est tout quand on y pense. Ouais, complètement. Surtout quand on voit ce qu'il y avait à se manger à l'époque sans forcément Internet pour rattraper ton retard. Donc il y avait une découverte qui pouvait être un peu plus lente qu'elle l'est aujourd'hui. Tu te souviens d'ailleurs un petit peu qu'est-ce qui t'a marqué en premier? Est-ce qu'il y avait des illus, un White Dwarf en particulier, ou une armée, quelque chose? J'aurais du mal à rétablir une hiérarchie là-dedans. Disons que ma première grosse baffe, ça a été le codex Ange de la Mort en V2. Là, disons, Yes. tout y était. Il y avait les illustrations, tu vois, Mark Gibbons, par exemple. Il y avait un paquet de lore. Les codex, tu vois, de l'époque étaient d'une générosité assez terrible. Ça a Ouais. été vraiment ma première baffe. C'est là où je me suis dit, ok, je fonce. Il y a eu plusieurs choses, quoi. Moi, quand j'ai vraiment commencé, c'est-à-dire quand j'ai acheté ma première boîte de base, donc c'était Warhammer Battle V4, naturellement, il y a eu également un coup de cœur intégral pour les hommes lézards, la lustrie,
Disons que tout me plaisait là-dedans, hein. J'avais passé 10 ans de ma vie à dessiner des dinosaures, donc si tu veux... Tout était cohérent. Ouais, voilà, j'ai même pas cherché à m'intéresser aux autres factions, je savais d'entrée que ce serait celle-là, quoi. Nous partageons ce même amour des hommes lézards qui ont bien failli me mettre à Warhammer Fantasy Battle pendant un bon Ouais, moment, mais c'est j'ai fabuleux, hein, jamais c'est osé passer le fabuleux. pas. Ouais, c'est absolument fabuleux. Et d'ailleurs aussi le codex Ange de la Mort l'est tout autant. J'ai découvert très récemment avec quelqu'un d'autre qui est passé dans le fauteuil, si j'ose dire, de Raconte-moi Warhammer il y a quelques temps, parce que c'est Thomas, un ami à moi, qui avait aussi Ouais, oui. découvert le hobby en V2 et qui m'a passé le codex qu'il avait racheté depuis. Et j'avais jamais posé les yeux dessus avant il y a quelques semaines, et je trouve que c'est effectivement un des meilleurs codex, toutes éditions confondues, par rapport à la capacité qu'il a justement de générer cet imaginaire en fait. Et je comprends mieux pourquoi il y a des fans des Blood Angels et des Dark Angels un peu partout. J'ai toujours été très Dark Angels, Ouais. Blood je comprenais un peu moins, et j'ai compris là il y a quelques semaines, mon cerveau s'est enfin ouvert à la vérité sanguinienne. Ouais, bah c'était ouais, dans ce codex, si tu veux, il y avait tout quoi. T'as à la fois l'imagerie médiévale, l'imagerie ultra guerrière, toutes les aspirations, on va dire à différentes cultures. Tu vois, les Blood Angels étaient d'office reliés un peu à tout ce qui tourne autour du mythe vampirique. Et Ouais, puis la représentation visuelle, bah, que ce soit dans les Dark Angels ou des Blue Angels, c'est des armées qui te sautent à la figure, quoi. D'une part, tu as la Green Wing avec la Death Wing, la Raven Wing. D'autre part, tu as la garde sanguinienne avec les armures rouge sang accompagnées de la Compagnie de la Mort. Le tout rehaussé de doré absolument partout. Enfin, tout est glorieux, tout est iconique, et je pense que une bonne partie du coup de cœur, c'est également cette espèce de respect infini que l'on a envers les personnages spéciaux de ces factions-là, parce qu'ils sont tous plus charismatiques les uns que les autres, quoi. Donc vraiment c'est là, clair. c'est du tout bon, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement que de foncer dans cet univers-là, quoi. Et du coup, c'était tes premières armées, les hommes lézards et les Blood Angels, ou Alors, c'était quoi ouais, l'enchaînement? bah, l'enchaînement, c'est que les années collège, ça a été 100% Warhammer Battle. Ok. C'est-à-dire que durant ces années collège, j'ai fini par avoir une armée homme lézard full peinte avec tous les décors qui allaient avec. Donc ça, on va dire que c'était Mhm. à peu près 3 ans de travail. Et Pour un jeune hobbyiste, sacré challenge quand même. oui, c'est clair, parce qu'à l'époque, on était vraiment inscrit dans le temps long, hein, ne serait-ce que par l'aspect financier, hein. À l'époque, l'activité du Bien hobby, sûr. elle se résumait aux grands événements où ta grand-mère te filait une petite enveloppe, tu vois. Allez, pour certains, il y avait des petits jobs d'été et tout, mais disons qu'on devait faire beaucoup avec peu, tu vois, on avait peu de peinture, on pouvait assez rarement acheter des figurines. Donc là, d'office, en fait, ça s'inscrivait dans quelque chose de long. Donc ouais, Warhammer Battle, ça a duré 3 bonnes années avec uniquement que ça. Et à la fin de cette période, il y a eu le premier contact V2 Warhammer 40 000, où là, en fait, je me suis contenté d'acheter des bouquins. Donc j'avais acheté plusieurs livres, enfin codex à l'époque, donc Eldar, Ange de la Mort, d'autres encore, hein, mais par curiosité en vérité, pour me plonger un peu dans l'univers. Mais le vrai démarrage 40 000, ça a été avec la V3, qui est également iconique à plus d'un titre. T'as cédé sur les Black Templars ou t'es resté fidèle aux Blood Angels? Ah non, 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 toujours Blood, hein, toujours Blood, Blood, Blood. Hein, donc tu vois, si les années collège étaient un peu sous le signe de la fantasy, les années lycée, par contre, ont été carrément dans le grimdark, quoi. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? T'as gardé finalement, enfin, t'es passé de la fantasy à la science-fiction, puis à autre chose, t'as lâché le truc, t'as alterné, t'as vivoté. Comment se sont passées ces années justement de l'adolescence et début de l'âge adulte où il y a beaucoup de gens qui lâchent ou qui se perdent un petit peu souvent. Alors on n'a pas exactement le même âge, donc ça correspond pas exactement au moment où il y a eu des sorties un peu décevantes aussi de Games Workshop, mais j'imagine que t'as eu ton lot de déceptions malgré tout. Ben, en vérité, des déceptions, non. Enfin, C'est vrai? actuellement, dans l'actualité récente, j'en vois pas mal, tu vois. Je pense que hier même, on s'est tapé une nouvelle figurine d'inquisiteur, voilà, sur laquelle tout le monde est unanime. Mais alors, des déceptions, non, du moins dans cette première époque, jamais en vérité, quoi. Jamais. Ouais, c'était vraiment l'âge d'or. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment l'âge d'or à tous les niveaux, quoi. Et pour te faire un peu la chronologie, donc ouais, il y a eu Battle, 40 000, bah, bon, c'est pas parce qu'on jouait à 40 000 qu'on a arrêté forcément Battle, hein, loin de là.
Et disons qu'au Mhm. au terme, cette fois, des années lycée, je me retrouvais avec une armée d'hommes lézards qui depuis était devenue gigantesque et deux armées à 40 000, donc Eldar, du vaisseau monde Alétok et Blood Angel. Et disons que l'entrée, on va dire, dans le cycle supérieur, etc. Donc naturellement, on commence à pointer du doigt une période où on va accorder moins de temps à la chose. Et c'est dans cette période que, en fait, on est allé vers des plus petits jeux. Et je pense que la star de cette époque-là, pour nous, tu vois, je dis toujours nous, hein, parce que je m'intègre vraiment dans un petit cadre de joueurs et qui sont toujours mes meilleurs amis d'ailleurs. Hein. Et à l'époque, nous, ça a été Inquisitor, quoi. Il y en a Ok, quelques-uns qui étaient partis dans Necromunda, mais pour moi, ça a ouais. été Inquisitor. Et un Inquisitor qui, du coup, prenait sens, on va dire, avec la vraie entrée dans la vie active. C'est-à-dire moins de temps accordé, ok, mais c'est un plus petit jeu. Il n'y a pas beaucoup de figues. Et ça permet de faire des parties plus courtes. Donc, je me suis pas mal retrouvé là-dedans, quoi. Est-ce que tu as encore des figues Inquisitor? Eh bien oui, j'ai ma petite bande, j'ai mes 4 personnages. Je comptais d'ailleurs en parler bientôt, hein, faire une petite émission là-dessus, parce que c'était vraiment un jeu qui, moi, m'avait vraiment tué à l'époque. Le bouquin Inquisitor, qui était quelque part C'est la une dinguerie, suite ouais. directe. Ouais, c'est une dinguerie. C'est la suite directe du virage Grimdark, hein, qui a été celui de la V3. Sauf que cette fois, mais on va vraiment dans les bas-fonds. Et on a une image de l'Imperium, mais qui est complètement dégueulasse, quoi, qui est loin finalement des hauts faits d'armes, de la gloire, etc. Non, Inquisitor, c'était les bas-fonds. Et quand tu as découvert Inquisitor, tu t'es rappelé en fait de cet effet Grimdark. Est-ce que tu as eu vraiment l'impression d'assister à une sorte d'explosion? Parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'ai vu circuler un petit peu quand moi je me suis mis à Warhammer 40 000, mais du coup, les 7 ans qui nous séparent, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que moi je débutais et toi tu étais déjà plutôt à aller chercher vers d'autres jeux. Ça me semblait beaucoup plus spécialisé. Et j'ai compris que plus tard, l'influence, on va dire, globale qu'a eu ce jeu finalement très spécifique, centré sur l'Inquisition, mais qui a fait un espèce de raz-de-marée sur la teneur, la tonalité en fait de Warhammer 40 000 plus globale. Et en fait, souvent, on a effectivement en tête le livre de règles V3, mais très clairement, l'héritier juste après, c'est Inquisitor, et c'est lui qui a aussi pendant longtemps vraiment accroché les fans en fait de l'univers et de sa spécificité très grimdark. Est-ce que toi, qui l'as connu, j'allais dire de ton vivant, c'est pas exactement le terme, mais qui l'a connu de plein fouet en tout cas, est-ce que ça t'a fait quelque chose à l'époque? Est-ce que tu te souviens de ça, de te dire, waouh, putain, on a passé un cap? Oui, complètement, ouais, complètement. On avait déjà vu, si tu veux, avec le bouquin de règles V3, c'était ok, jusqu'à maintenant, Warhammer 40 000, ça se jouait sur des terrains de golf. C'est-à-dire, ok, Ouais. tout est vert gobelin, on est sur un terrain de golf avec quelques bunkers dessus. Le virage V3 a un peu instauré de nouveaux éléments visuels, que ce soit en termes de peinture, de figurines, mais également des tables de jeu. Hein. Voilà, moi j'ai souvenir par exemple de cette table complètement dingue qu'ils avaient fait pour la Légion d'Acier. Donc c'était typiquement une ruche d'Armageddon. Ah ouais. Mais tu vois, tout était gris, les socles étaient gris, les peintures, tu vois, il commençait à y avoir des coulures marron un peu partout. On avait déjà ce premier virage un peu crado, et Inquisitor a été un peu le dernier clou sur la croix, je pense, du Grimdark. C'est là où John Blanche finalement s'est complètement lâché. Pour rappel, voilà, Inquisitor, ça a été coécrit par John Blanche et Gavin Thorpe. Et John Blanche, naturellement, était en responsabilité de toute la partie visuelle. Et là, mais il s'est lâché à 2000%. C'est que tout est légendaire en termes d'illustration dans ce bouquin. Et c'est vrai que depuis, finalement, Game Workshop a perduré dans ce côté vraiment dark, Moyen-Âge technologique jusqu'au bout des ongles. Et les sorties qui ont pu naître par la suite, je pense par exemple à l'Adeptus Mechanicus, doivent beaucoup à ce travail qui a été fait sur Inquisitor. Là d'ailleurs, voilà, on va encore en parler avec la sortie prochaine du Codex Agent de l'Imperium, que tout le monde attend comme étant potentiellement la seule sortie qui sera intéressante en termes de lore au niveau des codex. Donc Ouais. peut-être on va retrouver un peu de ça. En tout cas, moi, enfin, évidemment, je vote oui. Hein, ce sera un grand oui, naturellement. Ouais, ça sera très cool de suivre un petit peu ce qu'ils vont faire avec ce codex qui est le premier depuis plusieurs éditions à être vraiment centré sur essentiellement ce flavor en fait de l'Inquisition qui réquisitionne des armées et qui vous donnera la possibilité du coup de jouer
n'importe quelle armée impériale avec justement des agents de l'Inquisition ou de la flotte impériale, des assassins, etc. Donc c'est vrai il y a ce côté un petit peu mélange et aussi vision de l'Imperium éclatée entre plein de différentes branches qui est clair, difficile à représenter sur table, mais que là on va retrouver et ça fait vraiment plaisir que ça arrive, surtout dans une V10 qui à première vue n'était pas forcément destiné à le ramener, enfin en tout cas à mon sens, même si le jeu est très bien, je m'y attendais pas nécessairement. Et du coup, après cette explosion Inquisitor, est-ce que toi tu as continué, est-ce que tu as lâché un moment, est-ce que tu as eu ton Dark Age, est-ce que toi aussi tu es rentré en mode Grimdark et tu as tout lâché? Eh ben ouais, pour être un Dark Age, ça a été un Dark Age parce qu'on parle d'une période de 17 ans. Ah nice. Ouais, 17 ans, 17 ans, voilà. Avec le recul, avec le recul, en fait, je me demande comment j'ai pu me tenir écarté de ça si longtemps. Je n'en ai pas honte, hein, très loin de là, parce que j'ai eu une vie bien remplie. Mais ouais, les 17 ans sans Warhammer, là, tu vois, j'ai repris en 2020. Je me dis, mais putain, comment j'ai fait au juste, quoi? Comment j'ai pu me tenir éloigné de ça? Mais j'ai envie de dire, ça n'a rendu que la redécouverte plus explosive. Donc, à vrai dire, j'ai pas de regrets. S'il n'y avait pas eu ce si long Dark Age, peut-être que mon exercice du hobby actuel ne serait pas aussi intense quelque part. Donc, Et justement, je voulais te demander à quoi ça ressemble ton exercice du hobby, comme tu le dis si bien aujourd'hui, parce que il me semble, et on comprend à travers tes différents épisodes, tu fais déjà beaucoup plus d'épisodes que moi, tu abordes des sujets aussi plus vastes. J'ai l'impression que effectivement tu as un côté un petit peu boulimique sur ce hobby. On a presque l'impression que c'était 17 ans de privation qui explose là, depuis 2020. ouais. Bah ouais, peut-être t'as pas tort. Enfin, du moins, moi, ces 17 ans, je les ai pas du tout vécus comme une privation, si tu veux. Mais depuis, ouais, clairement, là, depuis la redécouverte, enfin, le truc, en fait, c'est comme. C'est un peu devenu. Là, par exemple, si je parle de la peinture, c'est un peu devenu comme le sport, par exemple. Si je passe une journée où j'ai pas le temps d'en faire, ben, en vérité, je suis malheureux. C'est vraiment devenu. Ouais, tu dis boulimique, mais c'est un peu ça, quoi. C'est que Addict. ouais, complètement addict, hein, complètement addict. Il y a une bonne partie de ma vie maintenant qui s'est vraiment recentrée là-dessus. Ça peut s'expliquer par pas mal de choses, tu vois. Pourquoi quitte-t-on le hobby, tu vois, quand on a une vingtaine d'années? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront une réponse différente, mais en tout cas, moi, la mienne, ça a été quelque part, j'ai arrêté un jeu pour en commencer un nouveau. Et ce nouveau jeu, c'était la vraie vie. Tu vois, c'était ça, c'était faire des études, gagner du pognon, rencontrer une fille, tu vois, avoir un appartement, faire son premier crédit. Et à l'époque, en vérité, tu vois, les gens peuvent se dire ah merde, c'est triste quand même de tout lâcher pour se concentrer uniquement sur tu vois un peu tout ce qui compose l'âge adulte, hein, quelque part. Mais en vérité, à l'époque, je pense que j'ai été ravi de le faire. J'ai été ravi de le faire. Je pense que c'est pareil pour pas mal d'entre nous. Tu vois, l'exercice du hobby. Quand t'es au collège-lycée, on parle d'un truc, tu vois, des petits cons du dernier rang, tu vois. On était un peu les nerds de l'époque, hein, quelque part. On était, tu vois, dans nos petits mondes imaginaires, etc. On se retrouvait le samedi, tu vois, pour jouer et tout. On était, je pense, enfin moi en tout cas c'était mon cas, j'étais un petit peu exclu de tout ce qui faisait, tu vois, l'adolescence à succès, tu vois de quoi je parle. Et quelque part, ouais, mais tu vois, bon, on l'assume, tu vois, moi j'ai été enfant Bien longtemps et je ne le regrette absolument pas. Mais tu vois, quand tu arrives à partir de 18 ans, tu te dis ah putain, en fait je suis quand même bon à ça, les études, ah, tiens, je suis tombé amoureux, ah tiens, c'est rigolo, ah tiens, on va boire des bières, ah ok, tu vois. Au final, tu commences à mettre des pieds dans le monde du réel que tu as fui si longtemps. Enfin, en vérité, tu l'as pas fui, c'est juste que tu en étais automatiquement tenu à l'écart. C'était un peu ça. Donc, moi, j'y vois un peu le symptôme, tu vois, de la revanche des marginaux, tu vois. C'est quelque chose que j'observe assez fréquemment. C'est, tu vois, tous les petits marginaux du collège, lycée, les mecs, en fait, 20 ans plus tard, ils ont une vie absolument passionnante. Tandis que les gars qui étaient, par exemple, les stars du lycée et tout, tu vois, parfois, pour eux, la vie, c'est ok, j'ai 3 gosses, ils sont assez mal élevés, ma copine, elle est relou, le dimanche midi, on va au Buffalo. Enfin, bref, finalement, moi, dans le hobby, dans le hobby.
Ouais, bah voilà, le rêve français quelque part, quoi. Alors que moi, Ouais. bah, quand je revois tous mes petits collègues de Warhammer du collège, bah tu vois, maintenant, du haut de leurs 40 balais, bah c'est devenu des gens, quoi, tu vois, des gens assez incroyables, quoi, qui ont un parcours complètement atypique, qui ont des projets pro qui ne ressemblent pas du tout aux autres. Bref, moi, je vois là-dedans, tu vois, j'ai déjà pu parler, par exemple, d'accomplissement à travers le hobby, et en vérité, c'est quelque chose auquel je crois, quoi. Mhm. Donc, tu vois, l'entrée dans la vie d'adulte, bah, elle se fait un peu comme ça. Et, à contrario, bah, quand t'as 40 ans et que tu reprends le hobby, bah, en fait, c'est un peu la machine inverse. C'est que, ok, la société, j'en ai fait le tour, tu vois, j'ai eu je sais pas combien d'expériences. Maintenant, j'ai un peu envie de lever le pied et de retomber un peu dans mes petits mondes imaginaires qui ont fait mon enfance. Et ça, en vérité, ça fait un bien fou, quoi. Donc, tu vois, moi, je vois la chose comme une espèce de cycle comme ça. Là, j'ai un peu fait le tour du rond, je pense. Et désormais, ouais, le hobby, je pense que c'est devenu une partie absolument non négociable de ma vie. Ça, c'est clair, quoi. Eh ben écoute, je ne peux que partager cet avis, puisque effectivement le hobby remplit bien mes journées, et qu'accessoirement, comme tu le disais, cette idée d'accomplissement, cette idée aussi qu'à travers le hobby, tu as rencontré des gens qui sont restés des amis, Ouais, ouais. avec lesquels vous pouvez parler, évoquer, j'imagine, tout un tas de sujets. Effectivement, moi, mon petit cercle de joueurs, de fans, c'est un cercle à part entière au sein d'un cercle d'amis, quoi. C'est vraiment le cercle intérieur Dark Angel, quoi, tu Ouais, vois. Inner Ils connaissent Circle, parfois c'est mieux clair. ma vie que les autres. Et ouais, je trouve ça vraiment très très chouette ce que tu dis et assez philosophique, ce qui est plutôt cool parce que j'ai toujours associé une dimension sociale en fait assez forte avec le hobby. Et du coup, bah, par rapport à tout ça, est-ce que dans cette boucle, dans ce cycle qui est le tien et que tu as amorcé, le podcast, ça te semblait être l'étape d'après? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à te lancer sur cette dimension-là du hobby plus spécifiquement? Ouais, ouais, lancer un podcast, je t'avoue que ça m'a pris comme une envie de pisser, quoi. Le matin, tiens, Ok. je vais faire un podcast. Mais en vérité, je pense que ça découle d'un manque de représentativité. Parce que moi, si tu veux, dans les joueurs que je côtoie, on est tous, finalement, je pense, dans le même esprit. Un esprit qui est parfaitement incarné par Vincent et Planet Wargame, par exemple. Vraiment, tu vois, Mhm. le Wargame, bah moi, tu vois, j'ai appelé ma chaîne le Wargame à l'ancienne. C'est exactement la vision que j'en ai. Le Wargame à l'ancienne, c'est quoi? C'est l'amour du beau, tu vois, des belles armées bien peintes, bien présentées, des belles tables de décor. C'est également aussi une certaine quantité d'effort et de discipline pour représenter au mieux bah, ce dont on a envie. Et surtout, dans son aspiration sociale, c'est la rigolade, quoi. Les réunions entre amis, Mhm. le fun, le plaisir. Bref, le wargame à l'ancienne. Et donc, moi, je suis entouré de gens comme ça. Et bah, tu vois, comme tout le monde, quand j'ai repris le hobby, j'ai consommé pas mal massivement du contenu YouTube, tu vois, pour rattraper tout ce retard que j'avais eu. Tu vois, ah tiens, Ouais. Kadia est tombé, ah ok, cool story, bro, je savais pas. Mais J'en suis toujours pas remis. ah oui, ouais, ouais, toi, ça a dû te faire mal, ouais, ça a dû te faire mal. Mais tu vois, je trouvais que, hormis bah, naturellement Planet Wargame, finalement, personne n'incarnait un peu ces aspirations-là. Tout simplement, la narration, le beau, hein, tu vois, ne serait-ce que le beau, quoi. Parce que moi, là, je suis assez fatigué, tu vois, des tables avec des ruines en carton, etc. Bref, finalement, le contenu, c'était unique. À 90%, c'est de la méta, quoi, hein. On est vraiment Ouais. là-dedans. Comment, les événements compétitifs sont hyper couverts. Tu vois, il y a du live en intégralité, il y a du commentaire, il y a des analyses de listes, il y a de l'analyse méta. Enfin, en gros, il y en a des centaines des contenus comme ça. Et moi, j'avais envie de consommer autre chose. Et finalement, bah, à défaut d'en trouver beaucoup, bah, je me suis mis à en faire parce que je savais qu'il y avait des gens qui, tout comme moi, étaient un peu en manque de wargame à l'ancienne, quoi. Tu vois, la méta, ils s'en foutent un peu. Les tournois, ils en ont jamais fait et ils n'ont pas envie d'en faire non plus. Donc voilà, l'envie m'a prise d'incarner voilà, cette alternative quelque part, quoi. À mon humble échelle, hein, bien entendu. Mais je crois à notre victoire un de ces jours. Parce que C'est clair. des fatigués de la méta, honnêtement, j'en rencontre souvent.
J'en rencontre souvent et c'est assez drôle de voir des gars qui ont, tu vois, qui ont essoré le compétitif pendant 2 à 3 ans, qui ont joué sur des ruines en carton. Je pense qu'au bout d'un moment, moi je ne crois pas à cet exercice-là sur le long terme, tu vois. Et Ouais. déjà, il faut avoir énormément de temps, faut être, déjà, tu vois, faut avoir la gagne, quoi. Faut avoir cet esprit de la gagne. Je pense que c'est quelque chose de cyclique également, et j'ai pu assister à de nombreuses reprises à des gens qui, fatigués de ce monde qui va vite, de ces règles qui changent vite, ont l'envie de retourner à un mode de jeu bien plus peinard, où le plus important, ça va être de donner libre cours à son imagination, tout simplement, quoi. Comme les gens qui nous écoutent peuvent s'en douter, on partage ce créneau avec toi. Ouais, bien Même sûr. si en plus je me retrouve aussi sur ce côté, tu vois, bon, personne ne me représente, donc j'ai qu'à me représenter moi-même. Je t'avoue que c'était moins un côté à l'ancienne qu'un côté un peu lifestyle. Nous, on voulait parler d'autres Ouais. dimensions en fait. On s'est dit le côté effectivement méta, le côté jeu, même si du coup, je suis plus le temps passe et plus je suis emmerdé en fait de laisser jusqu'au game design à justement cette scène là, parce que je suis persuadé que le game design n'est pas forcément synonyme de compétitivité ou de gagne comme tu dis, Ouais, c'est et qu'il clair. Ouais. faudrait qu'on se le réapproprie et qu'on apprenne à le faire. C'est ce que j'essaye un petit peu aussi au fur et à mesure des épisodes de marquer, et récemment j'ai aussi lancé une petite campagne narrative, voir ce que ça pouvait donner finalement de Ouais, me ouais. lancer avec des maigres capacités. Ouais, mais j'aime bien cette idée que tu évoques de se réemparer du jeu, quelque part. Parce que Mhm. actuellement, c'est vrai que ok, les analyses de règles et tout se font toujours à travers le prisme des listes dures, etc. Mais en vérité, Game Workshop, là, avec cette V10, il nous propose, enfin, on voit des codex qui sont tout aussi bons à la fois pour monter des listes débiles et pétées, que de monter des listes 100% narratives, hein. Il donne vraiment Ouais. les deux options. Donc moi, je milite en quelque sorte pour que on se réempare de ça, pour qu'on propose voilà, à nos adversaires des listes dans le plus pur esprit, bien des détachements qui nous sont écrits. Donc en vrai, Game Workshop, là, il s'est pas merdé. Il a réuni le meilleur des deux mondes quelque part, quoi. Ouais, je pense, mais tu vois, c'est rigolo que tu dis ça parce que je me souviens m'en être persuadé quand j'ai écouté ton épisode où tu parlais, je crois, du détachement qui permet d'aligner une armée Imperial Fist qui, Ouais, du coup, donne une règle lourde à toutes les armes, si je me souviens bien. Donc, ouais, en ouais. fait, t'empêche de bouger. Enfin, si tu veux ton bonus, ça t'empêche de bouger. Et du coup, bon, bah, toutes les analyses méta passaient hyper vite sur ce détachement-là en disant, bah, en fait, on a besoin de bouger pour scorer, pour faire un certain nombre de choses, ce qui est plutôt vrai. Mais en fait, je trouvais ça trop marrant de se dire que ah bah Maxou, lui, il a passé 1 heure à poncer la moindre optimisation et comment ça permet de représenter un truc dans le lore, et ça paraissait cher à ton cœur. Alors je sais pas si t'es fan des Imperial Fist ou juste intéressé par ces petits gars-là, mais du coup j'avais trouvé ça super bien parce que je me suis dit ah ouais en fait c'est ça presque que j'aurais envie de faire et d'entendre. Je pense pas que ça soit tout à fait à sa place sur Land Rider par exemple, mais j'avoue que le côté, bah, je prends un codex, mais je l'analyse sous le prisme de quelle armée je peux faire plutôt que quelle armée pétée je peux faire en fait. Ouais, 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 C'est souvent ça en fait. ouais, Et ouais, c'est un tout c'est petit pas de c'est un côté, très bon mais. exemple, hein, c'est un très bon exemple parce que, ouais, effectivement, la règle de base des Imperial Fist leur interdit toute capacité de performance, quelque part. Mais Mhm. c'est ce que je disais dans l'émission, je pense, c'est que, ok, c'est nul, mais c'est exactement pour ça qu'on va la faire. C'est que cette faculté de ne pas bouger, au contraire, ça va vous apporter un gameplay que aucune armée en face n'aura. Donc, en vrai, c'est une raison suffisante pour la faire, quoi. Donc est-ce que après je suis un amoureux des Imperial Fist? Oui et non. À vrai dire, je suis amoureux de toutes les factions, hein. Moi, ça m'intéresse quand un détachement est écrit avec une bonne dose de personnalité. Récemment, tu vois, j'ai parlé de l'Alpha Légion. Pareil, je Ouais, pense que les règles de base de l'Alpha superbe. Légion leur interdisent le champ des tournois, bien entendu. Mais par contre, en termes de caractère, en termes de gameplay, en termes de cohérence avec le lore, là par contre on coche toutes les cases, et du coup c'est une raison largement suffisante pour la faire. Donc quelque part c'est une manière de lutter contre, oui, cette nouvelle manière de jouer qui consiste, voilà, quand on a un nouveau codex, le réflexe de pas mal de joueurs, c'est tout de suite de repérer, excuse-moi, quel est le détachement le plus fort. Et du coup, c'est celui qu'on va jouer. Moi, voilà, je préfère prendre le truc un peu à l'envers.
Et de toute manière, un détachement fort, bah, on sait que les listes, les règles, les listes changent. Donc voilà, un détachement fort, ok, il est fort, mais avec une durée de vie limitée. Donc autant Ouais. prendre les devants et tout simplement construire, bâtir et peindre quelque chose qui nous parle réellement. Enfin voilà, quelque chose qui te va un peu droit au cœur. À mon sens, c'est beaucoup plus constructif que de faire une armée pétée qui ne sera plus pétée dans 1 an et qui du coup tu ne joueras plus. Donc C'est clair. Et en plus, tu dis 1 an, mais ce qui est assez rigolo, c'est que dans cette espèce de course à la méta, qui est à la fois jouée par nous autres joueurs, mais aussi par Games Workshop, qui sort de plus en plus de mises à jour, d'errata, de corrections, peu importe la forme qu'elle puisse prendre, il y a un côté, finalement, cette durée de vie, elle se réduit aussi. Et là aussi, étrangement, en voulant être plus compétitif que compétitif, j'ai l'impression que parfois, ça, comme tu disais tout à l'heure, ça sort tellement les gens qui sortent très vite de circuit. Ils y rentrent aussi vite qu'ils ressortent. ouais, ouais, Et ouais. parce qu'effectivement, tu te dis, avant c'était 1 an, maintenant, je sais plus, c'est tous les 3 mois quasiment une fac sur Warhammer 40 000. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses Ouais, ouais, qui. clairement, Je il y joue, a... je joue essentiellement la garde impériale depuis le début de la V10. C'était donc il y a maintenant 1 an à l'heure où on enregistre ce podcast. Et en 1 an, il y a des unités que j'ai mises, que j'ai enlevées, que j'ai reprises. Enfin, du coup, tu te dis, si tu veux vraiment suivre, faut déjà, que tu fasses que ça de ta vie. Et il y a un petit côté, si t'as pas une collection qui est déjà immense, c'est vraiment compliqué de suivre. Je pense que tu peux te dégoûter très vite de ton armée et du hobby en général en essayant de pratiquer cette course qui finalement, enfin, c'est un peu comme si on demandait à tous les gens qui jouent au foot les dimanches de faire l'Euro ou le mondial, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas ouais, le même niveau, c'est... De quoi. toute façon, ça a tourné un petit peu à l'hystérie, hein, on va pas se mentir. Les changements de Ouais. règles, les rééquilibrages, les réécritures de codex, c'est un peu l'hystérie totale. Et du coup, un projet méta, quel qu'il soit, sera toujours quelque chose de très court-termiste, hein. Ça, Mm. c'est une évidence, quoi. J'ai vu, mais plein de fois, voilà, dans les milieux associatifs, etc., des gars, bah voilà, tu vois, t'achètes 3 boîtes d'Inceptor parce que ça démonte tout, et bah, la règle change 2 mois après, t'as même pas eu le temps de les peindre, tu vois. Donc C'est clair. tu vois, les achats méta, les projets méta, c'est vraiment des choses très court-termistes. Mais comme tu le dis, le mec qui va être récompensé, hein, disons le compétiteur récompensé, c'est celui bah, qui va avoir une collection géante qui va lui permettre finalement de se réadapter un peu à l'équilibrage du moment, tout simplement en allant piocher dans son étagère. Donc moi, il y a des profils de joueurs, des tournoyeux que je respecte beaucoup parce qu'ils jouent ce jeu-là. Tu vois, le mec, Ouais, par complètement. exemple, c'est un fou furieux de l'Adeptas Sororitas, mais en vérité, il ne va faire que de l'Adeptas Sororitas pendant 4 ans jusqu'à Mhm. avoir 15 000 points, quoi. Et du haut de ces 15 000 points, mais il va faire tournoi sur tournoi sur tournoi en modifiant toujours ses listes au gré des changements de règles, au gré des rééquilibrages. Mais même si dans la manière de jouer, moi, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas, hein. Pour moi, le jeu tournoi, c'est quelque chose vraiment de très formel. Il y a pas d'âme, tu vois, c'est vraiment le niveau zéro de la narration. Par contre, c'est le niveau 100 de l'optimisation de règles, de l'expertise en règles, hein, ça c'est clair. Mais voilà, les collectionneurs sont récompensés. Par contre, mais un gars qui est dans le hobby depuis pas longtemps, bah, évidemment, s'adapter à ça, c'est un cauchemar en fait pour lui. Et moi, autour de moi, en fait, tout ce qui est un peu piloté par la méta se termine toujours de la même manière. C'est la frustration. Je connais beaucoup de joueurs assez récents, tu vois, qui jouent depuis 2 3 ans, qui ont voulu prendre ce virage un peu de la liste forte, de se rendre à des événements, etc. Et on voit énormément de frustration chez ces joueurs-là qui sont toujours dans le court-termisme et qui, tu vois, dès que leur armée change, que le codex est pas fort, cette armée, ils ont envie de la revendre. Ça me rend fou, quoi. Ouais. Ça me rend fou parce que tu vois, Ouais, c'est clair. cette armée, tu l'as choisie pour une bonne raison. C'est l'armée qui t'a sauté à la gueule en premier. Tu vas pas la vendre parce que les règles ne penchent plus de ton côté. Enfin, là pour moi, c'est vraiment l'antéchrist du hobby, hein, ce genre de truc, quoi. Bah, c'est clair que pour des gens comme toi et moi qui avons commencé avant en fait toute cette folie compétitive, alors après, en plus je pense que les gens l'auront compris, mais je me permets quand même un petit disclaimer, ça veut pas dire qu'on déteste tous les gens qui font des tournois ou qui jouent Non, des non, listes très, dures, très loin de là, ouais. mais surtout que, comme tu le fais très bien remarquer, c'est que finalement, parfois, le côté grosse collection, passionné,
peut te permettre aussi d'être un meilleur compétiteur. Donc on sait aussi que c'est des cercles concentriques qui ne sont pas tout à fait non plus, on n'est pas sur des lignes complètement parallèles qui se croisent jamais. Non, c'est Du coup, certain. mais simplement j'inciterais effectivement tout le monde à miser sur son armée de cœur. Et j'ai envie du coup de te poser la question sur quelles sont tes autres armées de cœur en dehors de celles que tu as déjà citées, même si on peut approfondir. Et surtout, tu m'as dit un truc qui m'a fait tiquer, mais tu as dit t'aimes toutes les factions. Je sais pas si tu parlais des factions Space Marine ou si c'était vraiment un amour généralisé dans les univers de Warhammer 40 000 et puis aussi d'Age of Sigmar. Ah ouais, non, ouais, c'est assez généralisé, quoi. C'est assez généralisé. C'est-à-dire que même, tu vois, des factions qui, d'un premier abord, visuellement, ne m'explosent pas la figure. Bah, tu vois, récemment, il y a eu, par exemple, les League of Votan. Ouais, Bon, tu vois, visuellement, ouais, c'est des nains cosmonautes, ouais, pourquoi pas. Le lore, je lis le lore, ouais, il y a une IA, tu vois, c'est Skynet pour des nains en cosmonautes. Bon, tu vois, ça me parle pas vraiment au premier abord. Et puis, bah, un de ces jours, tu croises un mec sur table qui a fait une superbe armée Votan. Je pense à un ami à mon asso là, qui a une superbe armée Votan, tout en blanc, avec des OSL roses et tout. Ben voilà, là tu te dis merde, ah putain, en fait c'est super beau quoi. Même sur un truc que j'aime ouais. pas trop, il y a moyen de mener un projet superbe. Et donc pour rebondir, oui, mes factions préférées, c'est très dur. Disons que ce que j'ai le plus C'est dans le vénère. sang, voilà, depuis toutes Dans le ces sang, t'as années, répondu du coup. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc naturellement, il y a Blood Angel, des Blood Angel, j'arrêterai jamais d'en faire. Là, tu vois, je suis en route vers les 10 000 points. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la Vanguard aussi, mais là c'est plus dans le gameplay. C'est une manière de Mhm. jouer Space Marine complètement différent. Ça m'a bien plu. Les custos, j'ai fait ça parce que j'avais envie de peindre du doré. On va pas... Ouais, Et sinon, une autre de mes grandes armées de cœur et qui arrive bientôt, qui est mon prochain projet, c'est tout simplement les Eldar. Donc les ok. Eldar, pareil, c'est un codex qui me suit depuis le livre en V2. Du côté du lore, honnêtement, les Eldar sont ma faction préférée. Ça, c'est clair et net, quoi. J'adore le côté, tu vois, civilisation jadis florissante, désormais dans un déclin inéluctable, hyper technologique, hyper divinatoire. Enfin, tout me parle à 100% là-dedans. Les Eldar, j'adore. C'est marrant, j'aurais pas forcément dit parce que j'ai une image du brother Maxou jusqu'au pseudo, quoi, quelque part, qui est surhumain, transhumain, qui est un Space Marine, quoi, tu vois, je le Ouais, bah visualise pas comme un Eldar. Un Space Marine d'1m70, tu vois. Donc, Un petit Space non, Marine non, alors. j'ai mon lot de fragilité et donc bah, jouer Eldar, ça me va aussi tout à fait. Ok, et du coup, je voulais aussi te poser la question, comme je le fais à chaque fois, de c'est quoi les prochains projets avec mon invité. Donc j'en profite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette armée? Est-ce que tu as déjà visualisé? Est-ce que comme moi tu fais des plans pas possibles, des Google Docs, Ah commencer à chercher putain, de là, ouais. l'inspiration? Ah là, sur cette armée-là en particulier, je me suis fait une encyclopédie. Là, ça Ah bah déconne je suis content de zéro. l'entendre, je me sens moins seul. Là, ça déconne zéro. Mais donc, pour te faire un peu le planning des choses à venir, donc là, je me donne encore un mois pour finir mes 3 armées. Donc, Custo, Mhm. Ravengard, Blood Angel, dans un mois, c'est plié. J'ai tout fini. Donc, il y aura 10 000 points de Blood, il y a 4 000 points de Custo et 3 000 points de Ravengard. Donc, là, ce sera tout fini. Donc, ça, là, je vais être ravi. Ensuite, j'ai un petit détail à régler, c'est un Titan Warlord. Ah, un petit détail, Ouais, effectivement. Ouais. voilà. Donc ça, c'est un petit détail à régler. Attends, Warlord c'est le plus gros, hein, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. Ouais, 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 ouais. c'est le Le, plus le gros. bestiau, il fait 70 cm de haut, hein. Donc là, bon, on parle. Et là, du coup, c'est combien de points par rapport aux 17 000 cités tout à Un l'heure? titan, un titan Warlord, c'est 3500 points. D'accord, ok. Ouais, je, Donc tu je voulais sais pas si arrondir je vais vers le les 20 jouer, 000, hein. c'est Je sais ça? pas si je vais le jouer, on verra bien. Ouais. Non, non, il est pas Ouais, mais pour la intégré dans les collecte. 10 000, hein. Il est pas intégré dans les 10 000. Lui, c'est un agent de l'Imperium, tu vois. C'est un petit allié que je vais Ouais. mettre. Mais bref, en tout Ah, mais cas, tu joues ça c'est fluff. le. Ouais, ouais, moi je joue fluff. Je joue fluff. Tiens, prends un Titan Warlord. Ah, bah t'as plus d'armes, mais dommage. Donc, ouais, Titan Warlord, bah, ça c'est un peu le défi. C'est le défi total. Ça a déjà été un défi de modélisme.
Pour le monter, le truc, laisse tomber, il faut être ingénieur en aéronautique. Une petite résine de cette taille. Ah ouais, là, c'était du délire. Hein. C'est tigeage en laiton, colle époxy, marquage des empreintes. Enfin, laisse tomber, c'est un autre monde. Néanmoins, je l'ai fait. Avec beaucoup de plaisir, ça m'a pris une semaine entière. Ouais, c'était vraiment cool. Bon, bref, après, je peins mon Warlord, et ensuite, eh bien, c'est l'heure du grand projet Eldar. Et là, ouais, on parle d'un truc vraiment délirant, parce qu'il y a 8000 points. Ouais, quand même. Bah, en fait, c'est un grand rassemblement, si tu veux. C'est à la fois Vaisseau Monde, Drukhari, Inari, avec également des Arlequins et des Corsaires, et pas mal d'unités pirates, tu vois. J'ai même pas mal de proxy en la matière. Donc ça, ouais, c'est... Donc à part les exodites et leurs dinosaures, t'as tout le monde, quoi. Ouais, bah les exodites, putain, alors là, tu maries les hommes lézards et les Eldar. Le jour où... tu vas imploser. Ouais, le jour où ils les sortent, là, je pense qu'il se passera vraiment quelque chose de bizarre dans ma petite culotte. Ça va faire... Mais il n'y avait pas un Rumor Engine la semaine dernière, justement, en écaille, avec un truc... moi, ça m'évoquait tout de suite. Ouais, je me souviens avoir vu ça. Mais en vérité, c'est pas la première fois qu'on voit des petits éléments qui nous font penser aux exodites. Mais cette faction, en vérité, je pense qu'ils seront bien obligés de la faire un jour. Hein. Ah bah, ils ont poncé à peu près tous les petites niches qui leur restent. Je pense que les exodites, c'est vraiment une des dernières, quoi. Ouais. Enfin bref, ce projet d'armée-là, à mon avis, il va me prendre au minimum 1 an. Ça, c'est clair et net. Parce que j'ai également fait la table qui va avec. Donc, c'est une colonie Eldar sur un monde désertique. Bon, bref, ça, c'est vraiment mon projet le plus conceptualisé, le plus pensé en amont. Et voilà, j'ai très hâte de le commencer parce que ça va tuer. Et puis ça va me permettre d'inaugurer pas mal de nouvelles techniques. Parce que moi, je fais un peu de la peinture thématique, hein, c'est-à-dire la peinture d'armée. Pour moi, ça doit rimer avec, par exemple, l'apprentissage de nouvelles choses, tu vois, des choses que j'ai jamais fait avant. Donc là, par exemple, cette armée Eldar, il y aura beaucoup d'utilisation de pigments, par exemple. Pigments, ça, j'ai jamais touché. Je vais continuer également l'apprentissage de la peinture à l'huile, et puis me parfaire dans des trucs comme, par exemple, les pochoirs, les décalcos, les OSL, tu vois, un peu suivre la courbe d'apprentissage en cours avec cette nouvelle armée-là qui va m'occuper un bon moment. Et en plus, dans la foulée, il y a AOS qui débarque, et ça, c'est vraiment chiant, quoi. Bah oui, justement, j'allais y venir. Passons à AOS, parce que c'est un peu l'été d'AOS. On est en été 2024 quand on enregistre ce podcast. J'ai vu que tu avais monté un certain nombre de Stormcast. Donc, est-ce que c'est l'appel des mecs dorés? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet d'AOS? Il me semble que c'est tes premiers pas dans AOS. Ouais. Et à vrai dire, les Stormcast Eternal, je les fais tout simplement parce qu'ils sont dans la boîte. Il y a vraiment pas d'autre raison. J'ai eu un certain coup de cœur pour les nouvelles figurines qui en plus ouvrent une nouvelle parenthèse du lore Stormcast. C'est quoi? C'est les chambres de la perdition, quelque chose comme ça? C'est ça, c'est les chambres de la perdition. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Hein, c'est que les mecs, ils se réincarnent tellement qu'ils deviennent des espèces de créatures remplies d'amertume, qui oublient à moitié ce qu'elles sont. Donc très sympa. Mais en vérité, AOS, j'avais fait pas mal d'initiations en V3. En V3, eh bien, ils ont sorti les Séraphons. Et oui. Ouais. Du coup, en fait, je les ai tous, quoi. Je les ai tous. Et donc ça, c'est un vrai malheur pour moi, hein, c'est que ça vient complètement... ça vient complètement... Enfin, c'est venu complètement pirater mes projets en cours. Mais évidemment, j'ai vu cette gamme de Séraphon, j'ai fait non, mais what the fuck, enfin, il me les fallait absolument. Donc tout est dans un tiroir, j'ai tout monté. En tout cas, le jour où je fais ça, je me lâche complètement. Là, ça va être Rio de Janeiro, tu vois, en termes de couleurs. Le carnaval. Ouais. Et du coup, donc je me suis toujours dit, je ferai du AOS un jour. Et cette V4 là qui vient d'arriver avec son format Spearhead, du coup, elle va, je pense, m'encourager à un peu pirater mon projet Eldar en peignant, pourquoi pas, 1 ou 2 Spearhead, tu vois, par exemple une Séraphon et une Stormcast, tu vois, un peu pour changer d'air. C'est important. Ouais. Quoique, en fait, le projet Eldar, il est tellement riche, tu vois, parce que quand tu peins une coterie d'homoncules et que tu enchaînes sur des arlequins, tu vois, niveau variété, on est pas mal, quoi. Mais voilà, je pense que je vais un peu prendre 2 petites parenthèses d'un mois pour peindre des Spearhead, par exemple, dans les temps à venir. Ça peut être sympa.
Je confirme qu'enchaîner sur un gros projet comme celui que tu as pour les Eldar, c'est bien des fois. En fait, enfin, ça peut paraître contre-productif de prendre des espèces de pauses, mais moi j'ai toujours l'impression que ça fait un peu durer la flamme et ça permet aussi de nettoyer sa palette, de changer un petit peu, parfois aussi effectivement de Ouais, technique de peinture. J'admire ta discipline parce que c'est vrai que c'est une philosophie que je partage, l'idée que avec chaque armée peut venir de nouvelles techniques, un nouveau style. Et idéalement, c'est ce que j'aimerais faire. Après, je me rends compte que je lance assez peu d'armées. Et donc, du coup, je m'initie à assez peu de styles. ouais, Étant ouais. un espèce de grand névrosé de la cohésion de l'armée globale, j'ai du mal à me lancer, si ce n'est effectivement à chaque fois que je commence à une armée. Et ça fait longtemps que j'en ai pas lancé une. Donc, il faudrait que tu me donnes des tips un jour sur ça. Mais Bah, ouais, c'est il y a c'est pas une des. mince affaire, hein, la cohésion d'armée, hein, c'est vraiment pas une mince affaire. Moi, je suis comme toi, quoi. Une armée, tu vois, faut qu'elle soit vraiment, vraiment cohérente. À vrai dire, là, une des dernières que j'ai finies, c'est les Custodes, et c'est ma seule armée, si tu veux, qui soit cohérente, mais jusqu'au moindre détail, en vérité, quoi. Parce que je les ai peints assez vite, je les ai peints en lot, tu vois, ça a pas pris beaucoup de. Ça s'est pas étalé dans le temps. Donc cette discipline particulière qu'est la peinture d'armée, c'est-à-dire peindre des lots, je pense que pour renforcer la cohérence visuelle d'une armée, il n'y a pas mieux. Mais ouais, comme tu dis, par contre, c'est un travail, quoi. Ça demande une certaine rigueur, parce que quand ça fait 2 semaines que tu peins des surlignages rouges, bah, évidemment, tu pètes un peu un plomb, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Heureusement, il y a des podcasts pour nous accompagner dans tout ça. Mais ouais, justement, je me demandais comment toi t'organises ton temps. J'ai l'impression que tu peins énormément. Est-ce que tu as tu vois, je sais pas, un agenda qui te le permet? Est-ce que c'est une discipline? C'est quoi un peu tes tips de sportif de haut niveau dans ce sport qu'est la peinture d'armée? Ouais, bah, c'est tout simplement, j'ai créé du temps pour ça, quoi. Bon, après, j'ai un mode de vie particulier. Tu vois, déjà, je suis intermittent. C'est-à-dire que Mhm. je ne travaille pas tous les jours. J'ai vraiment un planning extrêmement variable, hein. Ça va du nervous breakdown à la grosse semaine de branlette, si tu veux. Il n'y a pas vraiment Ouais, d'entre-deux. ouais. C'est vraiment tout ou rien. Mais à côté de ça, en vérité, j'ai créé énormément de temps pour la peinture. C'est-à-dire, moi, dans mon quotidien, bon, ça fait 20 ans que j'ai pas la télé déjà, tu vois. Mhm. J'ai jamais été abonné au moindre truc de streaming. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Si tu veux, le temps, ça se crée. Et moi, en fait, je l'ai créé volontiers, quoi. Je l'ai vraiment créé volontiers pour la peinture. Mais ouais, dans un usage quotidien, je peins jamais moins de 3 4 heures par jour, ça c'est clair. Ce qui est insane quand tu le dis. Bah, Et encore, moi, j'essaie d'avoir une petite session au moins par jour, ouais. et je l'ai que depuis que j'ai un établi que j'ai pas arrangé, et j'en suis déjà bien content, mais du coup, j'imagine tripler ou quadrupler ça, ça me paraît presque impossible. Bon, après, parce que je suis aussi un touche-à-tout sur d'autres domaines, mais j'avoue que j'admire ta discipline dans cet art. Et vraiment, parce que je pense qu'il faut parler d'un art, c'est aussi un autre truc qui écartèle à mon sens un peu le hobby. Il y a le côté compétitif, puis il y a aussi le côté la peinture réservée aux super méga gros peintres qui font des compétitions, alors que finalement pour beaucoup de gens la peinture se résume à monter une armée pour se retrouver entre potes, et ça veut pas dire effectivement comme tu disais tout à l'heure que ça peut pas être beau, que ça peut pas être bien fait. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'un niveau de dingue, mais la Ouais, consistance, la ouais. cohérence, les idées, savoir transformer ce qu'on a dans la tête en 3D, quoi. Moi, je trouve que c'est limite ce qui est le plus beau dans le hobby, et je suis content quand ça marche. Et par contre, je suis vraiment meurtri quand j'attaque des armées et que je me rends compte un petit peu à mi-parcours que c'est pas ce que j'avais en tête. Et Ah c'est là, là, moi, ça peut être généralement, très je cruel, décroche. ouais, ça peut être très cruel. Ben, Ça t'est déjà arrivé, toi? euh, pas vraiment, non, en vrai dire. Non, j'ai rarement eu des surprises. Il y a des projets sur lesquels tu te casses toujours un peu les dents. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai fait ma garde sanguinienne, je me suis dit, ah, ok, il est hors de question que j'utilise ces figurines qui ont 20 ans, je vais les créer moi-même. Du coup, j'ai pris des Stormcast Retributor que j'ai pimpé avec des bits 3D, des éléments Blood Angel et tout. Mais putain, le truc, oh là là, je me suis cassé les dents là-dessus. Il a fallu que j'utilise de la green stuff et tout. Bah, bref, j'y ai passé un temps malade. Mais bon, le résultat est là au final. Mais par contre, non, un truc qui me déçoit vraiment, ce n'est pas encore arrivé. Il y a eu des gammes de figurines parfois que j'ai achetées et que j'ai foutu à la benne, hein. J'ai souvenir, voilà, j'ai voulu faire des Drukari qui viennent de chez Raging Heroes. Je les ai foutus à la poubelle. C'était c'était ok, ce projet est ingérable, ça ne marche pas, c'est moche, c'est chiant à assembler, j'annule.
Mais en vérité, non, c'est assez peu arrivé. Et c'est vrai que quand tu parles de méta également chez les peintres, ouais, évidemment, on a des méta painters. Et en fait, tout comme la méta règle quelque part, ça peut également donner son petit lot de frustration. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur des gars, tu vois, qui sont encore dans les balbutiements de la peinture sur figurine. Et tu te rends compte Tu que veux les parler gars, de ils suivent des la catégorie Patreons. Youngblood? Ouais, mais ouais, bah non, bah là, ouais, maintenant t'as des gars de 15 ans, ils enterrent les peintres pros d'il y a 20 ans. Bref, Ouais. c'est devenu malade. Mais là encore, en termes de peinture, bah, tout simplement, faut faire à son niveau. Et il y a des gens qui peuvent vous apprendre des choses en ligne, mais en étant cohérent avec votre bagage technique du moment. Ça sert à rien si vous faites de la peinture sur figurine depuis 6 mois, d'aller suivre des mecs comme Richard Gray, tu vois. Ça n'a Ouais. aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc là, idem, en fait, ça sert à rien de viser les étoiles. Tout ce qu'on demande finalement à un adversaire poli, c'est de nous présenter une armée peinte, bien peinte ou mal peinte, ça c'est même pas le sujet, mais une armée peinte, cohérente, faite avec amour, hein, quelque part. C'est ça qu'on veut, c'est de Ouais. l'amour, quoi. Bah complètement, ouais. Et puis surtout, comme tu le dis, de toute façon, c'est pas. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut le faire à son niveau. Je rajouterais même que c'est pas vraiment une course en fait. Votre hobby va prendre des directions et des formes différentes au fur et à mesure que vous ayez commencé il y a 6 mois ou il y a 20 ans. Ça change finalement pas grand-chose, quoi. On sent que ça évolue et qu'on traverse tous bah, voilà, un coup de cœur, des factions, du fear of missing out, puis on revient à notre faction de cœur, il y a des nouvelles filles. Enfin, Ouais, c'est ouais. rythmé quand même la vie d'un hobbyiste et je pense qu'à ce titre ça sert à rien effectivement de souscrire à tout un tas de trucs, faut juste essayer d'être en accord et effectivement je pense que c'est un mot qui revient beaucoup là dans notre conversation et je pense que ça tient beaucoup à une espèce de discipline personnelle, peut-être le mot est pas hyper bien trouvé mais je pense qu'il faut trouver cette espèce de rigueur en soi de se dire ouais bon ok bah, moi ce que j'aime c'est ça 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 et ça bah, je vais rester sur ma ligne et quelque part, des fois, c'est un petit peu troublant. Je sais que je suis longtemps resté sur ma faim parce que j'arrivais pas à avoir la vision que je voulais pour une armée garde, mais c'est parce que je me suis accroché qu'elle est venue, quoi. Si j'avais lâché l'affaire, je pense que ça ne serait pas arrivé. Ouais, ouais, bah en même temps, la garde, c'est tellement un gros morceau, quoi, hein. Ouais, bah dans Ouais, ton émission récente, t'en parlais très bien, hein, c'est que là, s'il y a bien un projet qui peut se conceptualiser en amont, c'est celui-là, ouais. ouais, c'est clair. T'en vois d'autres parce que là, j'imagine que pour tes Eldar, t'as mélangé plein de factions, mais que t'as quand même un truc derrière qui lie tout ça entre eux. Ouais, bah moi ce qui va lier mon armée Eldar, c'est justement le côté pirate. C'est-à-dire Ok. que ce soit dans les factions Vaisseau Monde, Drukhari ou Harlequin, ils auront tous cet ADN un peu de corsaire, tu vois, de brigands, de commerçants également. Donc ça, je vais essayer de refléter ça avec le schéma de couleur, bien entendu, mais également, c'est un peu la foire au kit bash, quoi. C'est que j'ai fait imprimer énormément de têtes Eldar. Voilà, déjà, l'armée aura une thématique en elle-même, c'est que ce sera 100% visage découvert, tu vois. Personne ne sera casqué, Mhm. par exemple. Donc ça, de Ok, base, cool. de base, tu les réhumanises un petit peu. Tu vois, t'en fais des marchands de tapis, quoi. C'est ça. C'est assez Des marchands marrant, de ouais. tapis célestes. Ouais, c'est ça, des marchands de tapis volants. Ouais, en fait, libre à chacun de trouver l'ADN qu'il veut. Et c'est vrai que se lancer dans un projet, on va dire, aussi vaste qu'un régiment perso, tu vois, de garde impériale, là, on est vraiment, vraiment dans le temps long. Et ça va Ouais. passer par de la recherche. Tu vois, idem, si vous connaissez un pote, par exemple, qui dessine bien, là, vous pouvez lui demander de mettre en dessin quelques idées de votre crue en termes d'apparat, en termes de costumes, d'armure, etc. C'est des choses qui peuvent aider. Et le problème, c'est que maintenant, avec la galaxie des impressions 3D, ce qui était auparavant des projets déjà ambitieux, peuvent devenir en fait des projets galactiques, quoi. On peut littéralement mais Ouais. se perdre dans cette galaxie de bits 3D. L'offre, elle est juste mais délirante, quoi. On C'est atteint clair, on quelque a du chose mal à trouver des d'infini, fois quoi. après ce qu'on veut, Ah ouais, tellement ouais, tu c'est tapes devenu Blue énorme. Angel Beats 3D dans Google, mais laisse tomber, quoi. T'as des milliards de résultats, c'est ingérable en fait. Ouais, je pense que plus l'armée de toute façon est populaire et plus c'est identifié, j'allais dire d'un point de vue grand public, c'est pas vraiment exactement un grand public, mais disons qu'en fait parmi la niche qui est Warhammer, forcément les Blood Angels sont
bien précis et peut-être les Karcharondon ou je sais pas, les Marines Malevolent, pour citer des chapitres un peu plus obscurs, auront moins de résultats. Mais c'est vrai que ça promet quelque part de longues et belles années pour le hobby. Moi, je sais que je commence tout juste là-dessus parce que mon frère a de l'impression 3D. Lui, il fait de l'airsoft, donc c'est pour faire vraiment des pièces de moteur, etc. Mais genre, il m'a déjà imprimé 2-3 trucs. Niveau décor, ça commençait à me titiller. Maintenant, il a un truc résine, donc tu peux faire des pièces. Je vois aussi que tu as des gens, ça a été mon cas récemment, qui m'ont proposé leur service, tu vois, pour avoir des casques spécifiques, par exemple, sur mes Stormcast. Enfin, cette offre-là est amenée à se multiplier et je pense propulser le hobby encore plus loin. En tout cas, pour cette catégorie bien précise de hobbyistes dont nous faisons joyeusement partie et qui aiment bien se prendre la tête sur leur faction. Ah bah là, la prise de tête, elle est devenue maximale. Et en fait, quand on parle de tout ça, quand on parle de cette offre en impression 3D et tout, on peut quand même se poser la question de comment va finir par réagir Game Workshop, parce qu'en vérité, il devra être obligé de réagir à ça. Hein. C'est pas possible, là, quand tu les vois vendre des petites grappes avec des épaulettes, là. Ils vendent ça 12 euros. Mec, t'imprimes ça pour 40 centimes. Hein. Il y a pas de... c'est clair, c'est clair. Il va falloir qu'ils prennent, je pense, le pli un jour. Alors, sous quelle forme ça va s'incarner, on ne sait pas trop, mais là, il y a un vrai danger pour eux. Hein. C'est que les rats quittent le navire. Hein. L'impression 3D fait de plus en plus d'émules. Et, et eux, ils continuent à sortir des petits QG à 35 euros pièce. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir faire un choix, quoi. Ouais, complètement. Et puis après, en plus, le modèle serait pas forcément, je pense, incompatible. C'est un peu le problème de Games Workshop, c'est que souvent ils se rendent compte que ce ne sont pas forcément des ennemis qui les doublent ou qui non, vendent des figurines. C'est leur plus grand fan. Hein. C'est ça, mais du coup ils ont du mal à intégrer j'ai l'impression un peu ces changements-là, tu vois, dans les habitudes qu'on a toutes et tous. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre parce que, comme d'anciens sculpteurs de GW le disent, je pense à Bob Naismith par exemple, qui a sculpté le premier Space Marine, qui disait, je crois que c'était dans Painting Phase, en fait, les Games Workshop, à l'avenir, ça pourrait devenir un truc où t'as que les boîtes de base, qui est déjà plus ou moins le cas. Hein, ils ont de moins en moins de stock. C'est vraiment souvent les trucs pour commencer. C'est vrai, l'unité un peu type de chaque armée. Par contre, tu pourrais dire, salut, moi je veux jouer tel régiment de la garde, je vais acheter mon pack de 20 cadiens. Par contre, les têtes, je les aime pas trop. Est-ce que je pourrais avoir des têtes, je sais pas, Légion d'acier? Pas de souci, on a l'imprimante ou 30 imprimantes à l'arrière-boutique et elles vont sortir les trucs et tu commanderais en fait entre guillemets des compléments. Je pense que là-dessus, des compléments officiels sculptés par les talents qu'il y a toujours chez Games Workshop, je pense que ça pourrait vraiment faire la diff. Mais il faudra effectivement, comme tu disais, prendre le pli tôt ou tard. Quand on trouve en fait ces possibilités-là, mais putain, les perspectives, elles sont innombrables, quoi. Et on pourrait assister, je pense, à une révolution de ce genre-là. Hein. Ça me paraît évident, quoi. D'ici la révolution du hobby, je voulais te poser la question en guise de dernière interrogation pour ce podcast. Où c'est que tu avais envie d'aller? Qu'est-ce qui attendait les gens qui t'écoutent sur Rural Hammer par la suite, dans le futur? Est-ce que tu as aussi de grandes ambitions, aussi grandes que tes armées, je ne sais pas, mais dis-nous un petit peu ce qui nous attend pour le podcast en fait. Alors pour le podcast, déjà mes ambitions, elles sont nulles. Non, c'est vraiment quelque chose sur lequel je n'ai aucune ambition, si ce n'est finalement celle de se rencontrer en fait. C'est vraiment tout ce à quoi j'aspire concernant Rural Hammer. C'est avoir une petite fanbase de toute façon qui sont assidus, tu vois, et surtout une petite communauté vraiment uniquement basée sur l'échange. On peut entrevoir ça un peu avec le Discord que j'ai ouvert, tu vois, il y a même pas une centaine de gars, mais par contre les mecs ils échangent tout le temps. C'est-à-dire, tes photos, comment tu les fais, ça, comment tu l'as peint, tes décors, t'en penses quoi? C'est hyper actif, et en plus de ça, ça aboutit sur des vraies rencontres, quoi. Là, on voit le truc, je sens le truc monter, hein, si tu vois. Il y a une petite team en Bretagne, il y a une petite team dans le Nord, il y a une petite team en Picardie. Ces gens-là commencent à s'interconnecter, si tu veux. Et c'est marrant. Tu vois, si j'ai une ambition quand même si c'est à toute petite échelle, c'est un jour le Rural Hammer Tournament.
Ça me paraît incontournable. À mon avis, je vais louer la salle des fêtes du village, tu vois. Je vais louer la salle des fêtes du village et on va se faire affronter. Ça va être Breton versus Picardie, ça va être un massacre. Honnêtement, moi, j'aime bien comment les choses tournent. Ça tourne, mais le plus humblement du monde, hein, parce qu'on est vraiment sur une micro-communauté avec Rural Hammer. Mais par contre, elle est adorable. Elle va se rencontrer. Il y aura beaucoup de rire, je pense, à la sortie de tout ça. Et sinon, qu'est-ce qui attend les auditeurs de Rural Hammer ? Eh bien, on va continuer sur la lancée. Déjà, pour cet été, je suis content parce que j'ai pas mal d'émissions en duo à faire. Donc, j'ai inauguré en fait une série de ma rubrique que j'appelle Faction Focus, tu vois, où on se concentre sur telle ou telle faction. Naturellement, je ne suis pas assez qualifié pour toutes les faire, donc je commence à inviter des gens pour en faire. Donc là, pêle-mêle, à l'avenir, très proche, on aura du démon, de la sœur de bataille, des nécrons par exemple. Donc ça va être très cool, j'aime bien recevoir des invités. Ouais, c'est cool. Pour la suite, en fait, déjà, je peux très bien me contenter de me reposer sur l'actualité, hein, Game Workshop. Je veux dire, à chaque sortie de codex, t'as forcément des trucs à dire. À chaque changement de règle, t'as des trucs à dire. Mais en gros, je vais poursuivre sur mon petit bonhomme de chemin. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'avais un rythme de parution un peu vénère. Je pense qu'on va gentiment se calmer. Ça me paraît évident. J'aime bien les émissions plus longues, en vérité. Ouais. Je sais pas toi, mais tu vois, les formats courts, réguliers, je trouve que c'est peut-être forcément moins intéressant. Je sais que les gens qui m'écoutent, si tu veux, ils m'écoutent en peignant. Quoique, il y en a pas mal qui écoutent ça dans leur bagnole, en allant au boulot. T'as une anecdote marrante, à un moment, il y a un gars à Bruxelles, il me dit, je t'écoutais, j'étais en train de faire du vélo, et il s'est cassé la gueule parce qu'il a eu super peur, tu vois, quand je me suis mis à imiter un Dreadnought, tu vois. Le mec, il est tombé de vélo. Enfin, tu vois, je pensais pas du tout à avoir ce genre de. Faut que tu fasses attention. De retour stupide, ouais. Maxou, là. Ouais, à quelques reprises, j'ai pu commettre un peu des attentats sonores. J'en suis navré. Mais... T'es un noise marine dans les oreilles des gens. Ouais, bah oui, mais tu vois, je suis ingénieur du son, hein, on se refait pas. Mais oui, c'est ça, c'est ton expertise quelque part. Ouais, ça s'entend pas trop dans Rural Hammer, hein, mais en gros, oui, j'aime bien faire joujou avec le son, ça c'est une évidence, quoi. Mais en gros, oui, pour la suite des événements, c'est juste suivre le petit bonhomme de chemin et rencontrer les gens de plus en plus, et pourquoi pas un jour un vrai événement qui sera à petite échelle. Mais en tout cas, dans un premier temps, Rural Hammer aura un petit stand au Hammer Time de l'Homme. Je ne sais pas si tu connais. C'est un salon de figurines. C'est un salon de figurines à côté de Lille qui est organisé par les copains de la Forge Ludique, une grosse association de jeux de figurines sur Lille. Donc ça se passe à l'Homme, c'est le dernier week-end de septembre, je crois. Honnêtement, si vous êtes genre à moins de 2 heures de route, c'est passage obligé. C'est un salon mais incroyable. Ils ont un espace de fou. Des figurines, il y en a des dizaines de milliers. Il y a des commerçants, il y a des ateliers peinture, il y a un concours peinture et il y a surtout une buvette. Donc franchement, le salon de figurines de l'Homme, il est le Hammer Time. Donc Rural Hammer, quelque part, c'est cohérent avec. Hein. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ouais, c'est un superbe salon. Ça fait 2 ans que j'y vais. C'est génial. Bah écoute, que des bonnes nouvelles. En tout cas, tout le meilleur pour la suite. On réfléchit, nous aussi, à cette idée d'événement. Parce qu'effectivement, comme tu dis, les gens ont tôt fait de se connecter. Et ça pourrait être super cool de se retrouver à l'occasion. Bah oui, puis tu vois, nous deux, en plus, on partage des auditeurs en commun, tu vois, l'un connaît l'autre. C'est clair. Il y a des gens qui sont allés vers moi parce qu'ils t'en a parlé chez toi, enfin, tu vois, tout s'interconnecte. Nous sommes partout, nous sommes nombreux. C'est comme les feux du Gondor qui s'allument les uns derrière les autres. Bah, effectivement, je pense qu'il faudrait du coup les allumer à l'occasion et se retrouver autour de la buvette ou d'une table ou des deux. Mais si vous avez des pro tips pour nous et pour Maxou et moi pour savoir un petit peu comment mener tout ça de front, parce que mine de rien, c'est quand même pas une mince affaire de monter un événement, aussi humble soit-il. N'hésitez pas. Et puis, en attendant, allez écouter Rural Hammer, rejoignez le Discord, où c'est qu'on peut te retrouver aussi, c'est Ocha je crois, sur lequel tu uploads des épisodes. En fait tout est mon hébergeur s'appelle Ocha, mais en vérité il suffit de taper Rural Hammer dans Google et je suis un peu partout et donc le Discord il est accessible via le Smart Link
C'est le petit lien intelligent qui regroupe en fait tous les liens, tous les petits réseaux sociaux de Ruralamer. Et sinon, Brother Maxou, pareil, vous me trouvez facilement sur Instagram, quoi. Et je mettrai tous les liens de toute façon dans la petite boîte en dessous d'explication de ce podcast ou sur YouTube. Donc allez voir ça. Eh bien, grâce te soit rendu, maître podcasteur, c'est bien gentil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation et puis on se retrouve pour une prochaine ou je sais pas un Faction Focus chez toi, je sais pas ce qu'on fait la prochaine fois mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs et écoutez, on espère que cette conversation vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter le podcast convenablement, le plus d'étoiles ça sera le mieux. Rejoignez-nous effectivement aussi sur Discord, les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et si vous voulez même aller plus loin, on a toujours un bouquin qui est disponible chez Feur d'édition et on a toujours un Tipeee sur lequel vous pouvez donner vos étrennes estivales. Généralement, on n'en a pas trop parce qu'on mange plein de glace sur la plage ou à la montagne. Mais s'il vous reste quelques deniers, n'hésitez pas pour vos saltimbanques préférés. Et ben voilà, c'est là, c'est dispo sur Tipeee. Je vous embrasse, salut Maxou et à la prochaine. Salut Thibaut, allez, bonne peinture et bon jeu les mecs. Ciao. Ciao. Bonus. Trax.